Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une masterclass sur un produit qu'on n'avait pas encore abordé ensemble, la nue propriété. Et on a la chance d'avoir avec nous Timothée Francine. Merci Bonjour. Timothée. Bonjour. Bonjour, Et merci. donc Timothée de Perle va nous raconter un petit peu comment se présente ce produit, comment on peut le présenter aussi aux clients et puis évidemment répondre à toutes vos questions. On vous présentera également comment nous, on l'analyse avec nos scoring et nos simulateurs financiers chez Gridkey. Donc, pour commencer, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Mathieu, merci d'avoir organisé cette masterclass. Et effectivement, comme tu le disais, le but c'est vraiment de parler de Perle, du système d'investissement que Perle a créé, parce que c'est Perle qui a créé ce schéma d'investissement, et puis aborder justement toutes les questions que vous pouvez avoir sur le ciblage, les différents freins que vous pouvez rencontrer pour justement les désamorcer et que vous ayez toutes les cartes en main pour présenter ce modèle. Alors, vous avez un chat. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On les prendra à mesure qu'elles arrivent, comme toujours. Donc, on fera ça au fur et à mesure de la présentation. Tout à fait. Et je vais mettre la présentation que vous devez voir. Oui, c'est bon. OK. Donc, comme je vous disais, on va aborder l'investissement en nue propriété. Donc, dans un premier temps, on va voir vraiment Perle. Comme je vous le disais, on est initiateur de ce modèle. Et puis ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce schéma d'investissement avec concrètement comment ça se passe, quels sont les différents avantages, les conséquences et qu'est-ce qui se passe également lors de la fin d'usufruit lorsque le nu propriétaire redevient plein propriétaire. Et on fera un dernier focus sur le profil des investisseurs, les clients qui pourraient justement être intéressés par ce type d'investissement. Et puis ensuite, je laisserai la main à Mathieu pour qu'il vous parle justement de l'accompagnement de Gridkey. Donc, comme vous le disiez, Perle, nous sommes initiateurs de ce modèle. On a créé la société et donc ce schéma au début des années 2000. Si on fait une rapide rétrospective justement sur cette production, aujourd'hui, c'est 9211 lots que nous avons produits depuis les années 2000, ce qui représente peu ou prou 370 programmes immobiliers. On travaille avec tous les promoteurs de la place, comme vous pouvez le voir, 113 promoteurs, bien que notre actionnaire soit Nexity depuis 3 ans. Et on travaille avec les bailleurs institutionnels de premier plan. Nous sommes 100 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire. Et notre grande force chez Perle, c'est que vu qu'on a été les premiers à créer ce modèle, on a été les premiers à constater des fins d'usufruit. Comme je vous le disais, quand le nu propriétaire devient plein propriétaire, ce qui représente à peu près 188 logements, soit 6 programmes immobiliers, comme je vous le disais. Les premiers qui ont débouclé en 2017, puis 2019 a suivi 2 autres débouclages, et enfin 2020. Et on a assisté vraiment dernièrement à un débouclage de plus de 50 logements à Vincennes, ce qui représente notre 7e débouclage. Comme je vous le disais, on est présent sur toute la France. En fait, le but de Perle, c'est de répondre à une mission d'État qui est loger des catégories d'actifs dans des zones dites foncièrement tendues. Donc, on est majoritairement, comme vous pouvez le voir, à Paris, mais on est présent sur tout le territoire national, que ce soit sur l'arc atlantique, le pourtour méditerranéen et notamment en région PACA, ou dans toutes les grandes villes, que ce soit Lille, Lyon, Rennes, etc., etc. Donc, je vais rentrer un petit peu plus justement sur le détail, sur le modèle immobilier Perle, comment ça se passe concrètement dans les faits quand vos clients souhaitent investir justement en nue propriété. En fait, le modèle de Perle vient du constat que justement, il y a une certaine mission d'État qui est de loger des catégories d'actifs, comme je vous le disais. Et toute la subtilité de ce modèle, c'est qu'on va demander à des investisseurs privés de contribuer avec leur épargne pour loger ces actifs pendant une période prédéterminée. Donc, Perle va voir des promoteurs immobiliers, achète des lots, une partie ou la totalité des lots d'un programme, et donc achète la pleine propriété de ces lots et va effectuer ce qu'on appelle un démembrement, avec d'un côté l'usage qui va aller à un bailleur institutionnel, puis de l'autre côté, la nue propriété, en fait, les murs qui vont aller à un investisseur particulier, comme je vous le disais, sur une période prédéterminée. Généralement, c'est de 15 à 20 ans, mais on va même au-delà sur des périodes de 25 ans
pour des problématiques de donation-succession. Et à la fin de ce démembrement, il y a une reconstitution de la pleine propriété sans frais ni formalité pour vos clients qui vont pouvoir achever leur stratégie patrimoniale qui, comme dans tout investissement immobilier, est soit la vente, soit la location, soit l'occupation de ce bien pour des stratégies différentes, la vente pour une prise de plus-value, la location pour des revenus complémentaires à terme ou l'occupation pour justement une résidence secondaire. Généralement, si vous présentez ce schéma à vos clients, la première question qui va apparaître, c'est qui sont les bailleurs, qui va gérer mon bien pendant cette période prédéterminée. J'ai bien compris que j'avais les murs qui allaient y avoir des avantages, mais qu'est-ce qui se passe pendant cette période de 15 ans, hein, on va prendre 15 ans pendant toute cette présentation pour que vous ayez les repères. Et les bailleurs institutionnels, en fait, c'est ni plus ni moins que des bailleurs dans lesquels l'État a délégué cette mission justement de loger des actifs. Et donc, on retrouve trois types de bailleurs. Hein. C'est les offices publics de l'habitat qui ont trois plafonds de ressources, les plafonds PLAI, les plafonds PLUS et les plafonds PLS. C'est les plafonds de ressources les plus élevés. On y reviendra tout à l'heure. On travaille exclusivement avec les plafonds PLS. Il y a également les résidences de fonctionnaires pour loger justement les fonctionnaires dans des zones foncièrement tendues. Et il y a le 1% logement, je pense que vous connaissez tous, c'est les grands groupes qui cotisent dans un bailleur pour justement pouvoir loger leurs salariés près de notamment leurs sièges sociaux. Si on fait un petit focus justement sur les plafonds PLS, et ben c'est cela, c'est en fait c'est une personne seule, après abattement des 10% en année N-2 des impôts, elle gagne environ 30 000 €. Donc, vous voyez que c'est des plafonds de ressources qui sont tout de même assez élevés. Ça représente à peu près les plafonds Pinel. Donc, le premier point, c'est que voilà, la personne qui va habiter dans le logement de votre client, c'est des personnes, somme toute, qui sont de catégorie moyenne à supérieure. Voilà, je vous ai présenté un petit peu comment se déroule ce schéma et on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le fonctionnement. Vous avez compris que du coup vos clients achetaient les murs, que ça allait être une personne à plafond de ressources sociales mais élevé qui allait habiter dans cet appartement. Désormais, on va regarder un petit peu qu'est-ce que la nue propriété au sens propre du terme. Si, oui. Ouais, juste, je t'interromps Timothée, mais pourquoi c'est important finalement de connaître ses loyers? Ces plafonds de loyer. Est-ce que ça peut pas être n'importe quoi derrière, vu que c'est pas le nu propriétaire qui va toucher ses loyers? Non, justement. Alors, justement, le nu propriétaire ne va pas toucher les loyers. J'allais y venir. Vous allez acheter juste les murs et en face, vous n'allez pas avoir de loyer. En tout cas, pas au sens propre du terme. Vous allez investir dans un appartement et on va calculer cette valeur des flux de loyer que vous auriez dû avoir et on va l'impacter directement sur le prix d'acquisition. Donc c'est là où est toute la subtilité du modèle Perle et de l'investissement en propriété. C'est qu'au lieu d'acheter un appartement classique et d'avoir ses loyers pendant ces 15 ans, vous allez directement avoir une réduction sur le prix d'acquisition qui est de l'ordre de 30 à 45%. Et vu qu'en face, vous n'allez pas avoir de revenus fonciers, vous n'allez pas avoir de fiscalité. Et ce qu'il faut bien comprendre sur l'investissement en nue propriété, c'est que c'est un contrat tripartite. Là, je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe de votre côté, c'est-à-dire avec les investisseurs particuliers, donc l'épargne des particuliers qui vont avoir des murs. Mais de l'autre côté, comme je vous le disais, il va y avoir des bailleurs institutionnels qui vont gérer le bien pendant ces 15 ans et qui vont faire une rénovation du bien à terme pour que lorsque la pleine propriété se reconstitue, l'investisseur particulier n'ait pas de rénovation à faire et qu'il a un bien en bon état d'habitabilité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à couper. Donc, comme je vous le disais, la nue propriété, et vous pouvez le lire, hein, c'est un dispositif qui vous permet d'acquérir un bien à un prix réduit, comme je vous le disais, de 30 à 45%, et on en accorde l'usage à un tiers pendant cette période, cette durée temporaire qui va de 15 à 20 ans. Hein. 15 ans, c'est le minimum légal, il faut bien le comprendre, et comme je vous le disais, on va même au-delà pour des problématiques de donation, de succession, on va sur des durées de 25 ans.
Et à l'issue de cette période de démembrement, vous devenez plein propriétaire et donc vous pouvez user de votre bien comme bon vous semble. Et les objectifs patrimoniaux qui sont atteints, c'est justement la constitution d'un patrimoine à moindre coût, hein, avec, comme je vous disais, une décote sur le prix d'acquisition, une neutralité fiscale, en fait, hein, on y reviendra, mais effectivement, on ne vient pas, si vous êtes à la limite de l'IFI, on ne vient pas alourdir votre imposition et on vient même la réduire légèrement parce que vu qu'on est face à des bailleurs sociaux, les intérêts d'emprunt, si vous contractez à crédit votre bien, sont déductibles de vos autres revenus fonciers. Donc, on n'augmente pas la base imposable de l'IFI, pas de fiscalité supplémentaire, mais on y reviendra. Et comme je vous disais, on prépare l'avenir avec soit des revenus complémentaires à terme, soit on peut répondre à une problématique de donation et de succession, et on s'y attardera un petit peu juste après. Alors, on a déjà une question un peu technique de Jean-Marc qui demande est-ce qu'on peut redémembrer pour transmettre ce bien à un enfant? Alors, j'ai pas bien compris ce que ça peut être redémembrer. C'est-à-dire Jean-Marc, si vous voulez repréciser votre question. Alors, on peut pas transmettre la nue propriété de la nue propriété. Si c'est ça la question. Par contre, le démembrement étant fait, on peut tout à fait, et on aura un point juste après, transmettre cette nue propriété en fait. Okay. Et d'accord. Est-ce qu'on peut prévoir un financement classique pour un investissement comme ça? Oui, tout à fait. Alors, tout type de financement sont faisables, hein, donc soit des crédits amortissables, mais il y a également des clients qui ont des crédits in fine, justement parce que il y a un double avantage, hein, vous payez seulement les intérêts et puis lorsque vous récupérez votre bien, vous prenez simplement votre plus-value. Et le système donc, que vous proposez chez Pearl, c'est avec des bailleurs, mais est-ce que c'est la nue propriété, on peut le faire avec, par exemple, ses enfants, on peut le faire avec qui on veut, ou comment ça se passe? Non, alors effectivement, comme je vous le disais, c'est vraiment un contrat tripartite. Donc, vous allez gérer seulement la nue propriété et l'usage, c'est une toute autre partie avec les bailleurs institutionnels, donc les bailleurs sociaux, qui vraiment auront une vue dessus, mais nous, on n'a aucun droit en fait sur cet usage. C'est vu vraiment avec les bailleurs sociaux et c'est eux qui vont gérer pendant 15 ans. On ne peut pas influer sur qui va habiter dans le bien. Mais en fait, la question, c'est peut-être plus, est-ce qu'on peut se faire sa propre nue propriété en dehors de Pearl en choisissant quelqu'un qui va prendre donc l'usufruit et qui que ce soit? Alors non, j'ai jamais vu ce cas. Après, effectivement, vous savez que vous avez du démembrement classique, hein, ce que font beaucoup de familles. Vous donnez la nue propriété d'un bien que vous avez acheté à vos enfants, et puis ensuite, par la suite, lorsque vous venez à décéder, la pleine propriété arrivera justement à ses enfants. D'accord. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'entends des bips. Ouais, il y a déjà des questions sur les bailleurs qui peuvent faire peur, les bailleurs sociaux qui peuvent faire peur aux clients. Alors j'imagine pour des questions de dégradation des biens ou de est-ce que je vais récupérer mon bien à la fin ou est-ce que je sais pas, il y aura des problèmes quelconques. Comment vous les rassurez? Effectivement, sur cette partie bailleur social qui peut bien sûr effrayer parce que dans l'imaginaire commun, effectivement, quand on parle de bailleurs sociaux, on imagine tout de suite les bars HLM en Île-de-France. On travaille vraiment, comme je vous le disais, sur des plafonds de ressources élevés. Hein. Les plafonds de ressources, c'est les PLAI, c'est des personnes qui sont en situation de précarité. Ensuite, c'est les plafonds PLUS, là, c'est les bars HLM comme on peut l'imaginer. Ensuite, les plafonds PLS, c'est les plafonds de ressources les plus élevés. Et donc, comme on l'a vu juste avant, ça correspond beaucoup au plafond Pinel. Le deuxième argument que vous pouvez montrer, c'est justement montrer nos réalisations. On ne l'a pas mis dans un effort de simplicité dans cette présentation, mais quand vous regardez au final nos anciens programmes, et même nos programmes actuels, c'est des programmes de qualité. C'est vraiment, on a tout type de programme en fait. On a des programmes où c'est
Alors, déjà, on travaille sur tout type de programme et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous le disais, on achète tout ou partie d'un programme immobilier. Et généralement, on achète plutôt en partie, c'est-à-dire que c'est une opération en diffus. On va acheter sur un programme immobilier de 150 lots. Nous, on va acheter 30 lots pour faire du démembrement. Ensuite, votre voisin de palier, ça sera du Pinel, de la pleine propriété, de l'accession libre, etc., etc. Donc, si vous voulez, justement, la mission de Perle, à la base, c'est de recréer de la mixité sociale dans les zones dites foncièrement tendues. Et donc, on fait tout pour justement répondre à cette mixité sociale et qu'il n'y ait pas justement, il n'y ait pas que du social. Et alors, c'est que du neuf ou pas? Non, on est sur 80% généralement de VFA et 20% de réhabilitation, sachant qu'en fait, les deux ont des avantages et des axes d'amélioration. C'est-à-dire que quand on est dans le neuf, on va avoir les frais de notaire réduits. Donc, on va être environ à 2,5% du prix d'acquisition. Par contre, il y a la période de construction. Et sur justement de l'existant, on va avoir des frais de notaire de l'ancien, donc 7,5-8%. Par contre, la période de démembrement commence quasi instantanément. Mmh. Okay. Voilà. Donc, le fonctionnement, vous l'avez compris, vous allez acheter la nue propriété et le client va percevoir 100% des loyers sous forme de réduction du prix d'acquisition. Comme je vous disais, une décote comprise entre 45 et 30%. Et donc, le fait que vous n'allez pas avoir justement des loyers futurs, vous allez avoir des avantages qui vont en découler. Ils vont être qu'en fait, vous n'allez avoir aucun revenu foncier. Vous le voyez justement sur ce modèle, on a fait un comparatif entre une acquisition en pleine propriété d'un bien de valeur 100 et une acquisition en nue propriété d'un bien de valeur 60. Vous voyez que d'un côté, vous allez acheter votre bien 100 000 euros et l'autre 60 000 euros. Vous allez d'un côté, quand vous achetez en pleine propriété, avoir un bien qui va vous générer des revenus fonciers, une rentabilité nette de 3,8%, ce qui représente peu ou prou sur 15 ans 49 000 euros. En parallèle, vous allez financer votre bien à crédit et vous allez regarder que vos revenus fonciers, justement, ils vont, imposables sur 15 ans, ça va être 34 683 euros. Et donc, la fiscalité sur ces revenus fonciers va être de 16 370 euros, ce qui fait qu'au terme de l'opération, vous allez regarder combien vous avez gagné, vous avez gagné de manière nette ces revenus fonciers. Le gain net de l'opération, c'est 18 313 euros pour un effort d'épargne à 454 euros par mois. À côté de ça, vous allez acheter un bien à 60 000 euros, vous l'achetez également à crédit. Donc, ces crédits, comme je vous le disais, ces intérêts d'emprunt vont être déductibles de vos autres revenus fonciers. Si vous en avez, c'est 8 508 euros. Tout ça, c'est reportable sur 10 ans. Parce qu'en parlant de revenus fonciers et de fiscalité, comme je vous le disais, vous n'allez pas avoir de fiscalité et pas de revenus fonciers. Et le gain net de l'opération au terme de cette opération, ça va être 31 500 euros pour un effort d'épargne à peu ou prou similaire à une acquisition en pleine propriété. Oui. Une question sur les frais de notaire, ils s'appliquent sur la valeur de la nue pro? Oui, tout à fait. Sur le prix d'acquisition, donc en fait, sur les 60 000 euros si vous achetez un bien à 60 000 euros. Alors, les questions, peut-être on anticipe un peu, mais je la pose, question de Vincent et de Jean-Marie sur la réfection du bien éventuellement à l'issue de la période de démembrement. Comment ça se passe? Il y a des obligations? Je peux l'aborder dès à présent. Effectivement, on sait qu'on est très attendu justement sur nos débouclages et sur la rénovation du bien à terme. Il y a 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a un expert indépendant qui va venir la 4, la 8 et la 12e année pour constater en fait l'évolution des parties privatives et des parties communes et qui va faire des rénovations à chaque rotation de locataire. Quand je dis que c'est un expert indépendant, c'est un expert qui n'a aucun lien capitalistique, que ce soit avec Perle ou avec le bailleur institutionnel. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que les 6 derniers mois sont consacrés justement à la rénovation du bien pour que justement le jour J, le plein propriétaire ne vienne qu'avec ses valises et n'ait rien d'autre à faire. On a une satisfaction client de 100%. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le bailleur institutionnel
c'est un expert de la rénovation dans des milieux occupés. C'est-à-dire que si les 6 derniers mois, le bien est toujours occupé, eh bien, concrètement, le bailleur institutionnel vient, bâche la moitié de l'appartement et fait les rénovations et ensuite il déplace tous les meubles et vice-versa. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre que le bailleur institutionnel, c'est une organisation publique ou semi-publique. Et donc, c'est l'État qui est au capital et elle n'a pas pour but de faire de bénéfices. Et donc, justement, elle ne va pas lésiner comme avec un bailleur privé qui, lui, va être dans un objectif justement de marge et de bénéfices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une satisfaction 100% client. Donc, la réflexion, elle est contractuelle, elle est obligatoire. Ouais, oui, tout à fait. Et on va y revenir justement sur les fins d'usufruit. Vous verrez que les 6 derniers mois sont consacrés à la rénovation. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui, il y a une question d'Ange. Est-ce que la banque prend une garantie sur la valeur de la NuPro? Alors, nous, on ne s'occupe pas des financements. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on laisse vraiment à nos partenaires. Donc, ça, c'est des questions à voir directement avec la banque. Mais généralement, oui, elle prend des garanties, effectivement. Donc, oui, juste un dernier point sur la valorisation. Vous avez vu qu'en fait, il ne va pas y avoir de revenu foncier et il ne va pas y avoir de fiscalité. Et petit à petit, quand on va avancer dans le temps, il va y avoir une valorisation mécanique de la nue propriété. Je l'explique juste après. La valorisation mécanique de la nue propriété, c'est qu'en fait, quand vous achetez à l'année 0 votre nue propriété, vous avez un bien qui vaut 60 et qui va s'apprécier au fur et à mesure dans le temps pour valoir 100 la 15e année, et inversement proportionnel sur la valorisation de l'usufruit qui va petit à petit diminuer pour atteindre 0 la 15e année. Et justement, pour passer de 60 à 100 sur 15 ans, ça nous donne un rendement de 3,46%, un rendement net de quoi? Net de plus-value et net de charge, je l'expliquerai juste après. Et ça, c'est juste la valorisation mécanique de la nue propriété en pleine propriété. À cela, on ajoute la valorisation économique de cette nue propriété. Et la valorisation économique, c'est ni plus ni moins que là, ce qu'on a pris en hypothèse, c'est l'inflation. Donc, passer de 100 à 125 000, ça nous donne un rendement brut de 5,21% par an. Là, comme je vous l'ai dit, on ne prend que l'inflation. On peut prendre également le marché de l'immobilier, qui justement, mais on ne souhaite pas le prendre parce que effectivement nos premières opérations c'était à Issy-les-Moulineaux et donc les rendements sont assez hallucinants. Quand vous avez acheté dans les années 2000 à Issy-les-Moulineaux, on préfère ne pas le mettre en exergue, mais si on prend juste la valorisation économique, voilà, on a un rendement brut de 5,21%. Pourquoi je dis brut et pourquoi je dis net avec la valorisation mécanique? C'est qu'en fait, quand vous achetez votre nue propriété et que vous la revendez à terme, vous revendez votre pleine propriété, le fisc va regarder ce que vous avez acheté et ce que vous avez revendu. Vous avez acheté de la nue propriété, vous revendez de la pleine propriété, donc pour eux, ce n'est pas comparable. Donc, ils vont regarder combien valait cette pleine propriété en année 0. C'est écrit sur l'acte notarié. Et votre pleine propriété, l'année 0, elle valait 100. Si on prend juste en compte la valorisation mécanique, donc à terme, ça vaut également 100. Le comparable, c'est 100 moins 100. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas fait pour le fisc de plus-value. Donc l'imposition sur la plus-value sera de 0. Par contre, si vous prenez en compte la valorisation économique du bien, donc là, 125 000 €, effectivement, vous allez faire 125 000 moins 100, et donc la plus-value sera de 25 000. Donc, c'est une imposition allégée en cas de revente si vous arrivez au terme de cette période de démembrement. Vous ajoutez à cela, bien sûr, le forfait travaux et le forfait notaire et les abattements pour la durée de détention, et vous avez une imposition, en tout cas sur 125 000 € qui est quasi nulle. Par contre, oui. Ouais, Karine demande, c'est quoi le taux d'inflation que tu prends? Est-ce qu'il y a un taux d'actualisation également? Il y a un taux d'actualisation effectivement de 2,5% et on prend un taux d'inflation à 1,5%, effectivement. C'est des hypothèses qu'on ne change pas selon les programmes parce que ça serait vraiment trop lourd à chaque programme vu qu'on en sort quand même 2 à 3 par mois de remettre à jour. Mais
concernant la valorisation économique et la valorisation mécanique, vous avez bien compris que cette imposition qui est allégée en cas de plus-value, c'est si on arrive au terme de votre investissement, donc au bout des 15 ans. Par contre, on n'est pas bloqué comme d'autres dispositifs comme le Pinel ou le LMNP, parce que ce n'est pas une loi d'incitation fiscale, d'investissement en nue propriété. Et donc, si vous souhaitez en cours de route, revendre votre nue propriété, vous pouvez tout à fait le faire. Par contre, l'imposition se fera de manière classique. Vous avez acheté de la nue propriété qui valait 60, vous la revendez, disons, 110 000 euros. L'imposition sur la plus-value se fera sur 110 000 ou moins 60 000 euros. Donc, on a une question de Jean-Marie, question vénale, dit-il. Est-ce que c'est sur la valeur de la nue pro ou de la pleine propriété que vous basez vos commissions pour les intermédiaires? Alors, c'est sur la nue propriété. C'est sur la nue pro, désolé. Désolé, effectivement. Non, c'est sur faut pas rêver non plus. C'est sur le chiffre d'affaires généré, en fait. C'est tout simplement, et comme les frais de notaire se font sur la valorisation de la nue propriété. Okay. Donc, vous avez bien compris que du coup, on a justement, vous pouvez revendre votre nue propriété à tout moment. On n'est pas sur une loi d'incitation fiscale. Perle organise justement le marché secondaire, qui est un marché vraiment. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la nue propriété, c'est un marché de niche. C'est 2000 lots en moyenne qui sont créés par an. Perle en produit plus de 1000 en règle générale. Et donc, le marché secondaire, si vous voulez, c'est vraiment une niche dans la niche. C'est une dizaine de lots et c'est un marché qui est extrêmement tendu. Par contre, voilà, une vente se fait en règle générale en moins de 6 mois. Et vos clients, ça rassure énormément les clients de savoir que justement, ils peuvent liquider à tout moment ce type d'actif. Question sur la copro. Qui gère la copro? Qui est le syndic? Très bonne question. Alors, je vous l'ai dit au début de la présentation, vous avez deux types de programmes chez Perle. Alors, vous avez compris, il y a les opérations VFA et les opérations non existantes, mais je n'aborde pas ce sujet. C'est soit on achète une partie du programme, et donc on est sur une opération dite en diffus, soit on est sur une opération 100% Perle, où là, justement, tout le programme immobilier va être des appartements en nue propriété. Sur les opérations dites en diffus, on va avoir justement une copropriété normale avec le bailleur institutionnel qui va représenter les nus propriétaires lors des AG, et vous allez avoir un contre-pouvoir naturel qui va être les autres propriétaires, les propriétaires classiques. Sur une opération 100% Perle, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, lors des AG, il n'y a que le bailleur institutionnel, et donc on se doit de constituer un syndic de nus propriétaires afin que les nus propriétaires justement soient représentés lors de ces AG et que ce syndic vote pour eux. Et ça a un coût, c'est 200 à 300 euros par an, mais bien sûr, ça, on en parle en amont avec nos partenaires pour que justement ça soit le plus transparent possible et que les clients soient au courant. Mais donc, il y a un pouvoir dans les AG de copropriété des nus propriétaires? Alors, il y a un pouvoir sur les opérations 100% Perle, parce qu'il n'y a que le bailleur institutionnel, et du coup, on constitue un syndic qui va représenter les nus propriétaires. Par contre, sur les opérations dites en diffus, il y a un contre-pouvoir naturel, comme je le disais, avec les autres propriétaires qui ne sont pas des investisseurs en nue propriété. D'accord. Donc, on ne peut pas imposer de travaux spécifiquement à la copro. C'est à elle de le décider. Oui, tout à fait. Encore une fois, le but, c'est que le nu propriétaire récupère un logement en bon état d'habitabilité. Alors, on ne dit pas remis à neuf parce que ça sous-entendrait raser et reconstruire, mais c'est vraiment que tout soit quasi neuf au moment de la restitution du bien. On peut prendre une NUPRO dans le cadre d'une SCI LIS? Oui, tout à fait. On peut prendre ça. Par contre, il y a une petite subtilité lorsque vous investissez via une SCI, c'est qu'en fait, la valorisation, ça va rentrer dans la base taxable de l'IFI parce que ça va être les parts de la SCI qui vont être valorisées et pas le logement en nue propriété. Donc, si vous achetez un bien 100 000 euros, si vous achetez une nue propriété 100 000 euros, votre SCI va se valoriser de 200 000 euros.
Gros travaux, qui les prend en charge? Justement, j'y viens non, j'y viens juste après. Je vous refais juste un dernier point justement sur la fiscalité. Ensuite, je vais venir sur justement l'autre avantage de la nue propriété, c'est que, comme je vous le dis, hein, il y a pas de problème de gestion. C'est le bailleur institutionnel qui va tout gérer pendant cette période. Et juste pour faire un dernier point sur la fiscalité, vous voyez que ça ne génère aucune fiscalité. Comme je vous le disais, c'est neutre fiscalement. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Ça ne rentre pas dans la base taxable de l'IFI, comme je vous le disais, sauf si vous investissez via une SCI LDS. La taxe foncière, elle a la charge de l'usufruitier. Je vous l'ai expliqué également, une imposition sur la plus-value qui est allégée en cas de revente si on arrive au terme du dispositif. Et on agit sur une fiscalité existante avec une défiscalisation des revenus fonciers existants pour un investissement réalisé à crédit, c'est-à-dire que les intérêts d'emprunt, si vous contractez à crédit, vont être déductibles de des autres revenus fonciers de vos clients si jamais ils en ont. Et tout ça, c'est hors plafonnement global des niches fiscales. Et donc, on y vient sur les petites et les grosses réparations. Hein. Comme je vous disais, toutes les charges, impôts, taxes et risques locatifs, ils sont supportés par l'usufruitier. Vous n'avez pas de problème de gestion et de taxes pendant ces 15 ans. Les petites réparations qui sont supportées généralement par l'usufruitier, qui sont régies par l'article 605 du Code civil, là, ça ne change pas. Et les grosses réparations qui, normalement, sont supportées par le nu propriété, c'est l'article 606 du Code civil qui nous le dit. Bien là, on y déroge de manière conventionnelle, c'est-à-dire que pour toute réparation qui est votée en AG durant ces 15 ans, c'est le bailleur institutionnel qui va supporter ce coût. D'accord. Donc voilà, j'ai fini sur les différents avantages justement de l'investissement en nue propriété. Maintenant, je vais faire un petit laïus sur la donation, la succession grâce à la nue propriété. C'est un petit peu particulier et c'est le moment un petit peu complexe de la présentation. Mais n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions pour revenir dessus. Avant que tu te lances sur les aspects donation-succession qui sont évidemment majeurs, à nouveau, une question de Vincent sur la remise en l'état, hein, qui intéresse beaucoup. Comment c'est contractualisé et comment, si on n'est pas majoritaire en copro, comment on peut la rendre obligatoire? Alors, on ne peut pas la rendre obligatoire, effectivement, on ne peut pas la rendre obligatoire, c'est voté lors des AG. Donc, si vous voulez, ça va être vraiment une AG classique avec justement les copropriétaires les propriétaires qui vont voter ça lors des AG. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même assez rassurant qu'il y ait des pleins propriétaires lors de ces AG parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que les parties communes se dégradent. Voilà, il faut bien, en fait, je pense que pour préciser cette réponse, faut bien distinguer la remise en état, je dirais, de la structure de l'immeuble et des parties communes de la remise en état de votre logement. La remise en état de votre logement, c'est pas la copropriété qui la vote, c'est contractuellement, lorsque vous achetez le bien, que c'est indiqué comme un engagement ferme du bailleur. C'est bien ça, hein, Timothée? Tout à fait, exactement, ouais, tout à fait. Donc, il n'y a pas à avoir un vote de copro à la fin des 15 ou 20 ans pour justifier la remise en état de votre logement. Ce qui relève de la copro, c'est les parties communes, un ravalement, un problème de toiture, des choses comme ça. Exactement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, je vais aborder justement la donation et la succession. Oui. Non, vas-y. D'accord. La donation et la succession, qui a un autre gros avantage justement de l'investissement en nue propriété. On a pas mal de clients, vous allez le voir justement dans les cibles juste après, qui justement ont un objectif de donation parce qu'ils ont déjà usé de toute leur assurance vie, etc. Et en fait, la transmission se fait sur la nue propriété. Hein. On va en fait évaluer fiscalement la valeur de l'usufruit et on va en déduire la valeur de la nue propriété. En fait, c'est l'article 669.2 du Code général des impôts qui est assez indigeste, qui nous dit que l'usufruit constitué pour une durée fixe est évalué à 23% de la valeur du bien en pleine propriété pour chaque période de 10 ans sans fraction. Je m'explique sur cette phrase. Ça veut dire que la valeur fiscale de l'usufruit,
elle va être égale à 23% de la valeur pleine propriété, tous les 10 ans non fractionnables. Tous les 10 ans non fractionnables, ça veut dire que chaque période de 10 ans engagée est consommée. En fait, quand vous allez faire votre donation, on va regarder quelle est la durée de démembrement restante et on va justement, grâce à cette phrase, déduire la valeur fiscale de l'usufruit. Donc, si vous voulez, s'il vous reste 15 ans de démembrement, et on verra ça juste après, on va se dire, bon, bah, très bien, il nous reste 15 ans, donc 0-10 ans, ça fait une période fiscale, donc la valorisation de l'usufruit, c'est 23% de la pleine propriété, et de 10 à 15 ans, si vous voulez, il nous reste un deuxième abattement, donc ça va être 23% x 2, 46%, la valorisation de l'usufruit va être de 46% de la valeur pleine propriété, et donc la valeur de la nue propriété, elle, va être logiquement de 54% de la valeur de la pleine propriété. Et de ça, ensuite, on va faire un calcul des droits de mutation à titre gratuit. Un prérequis, c'est que, alors, il y a des exceptions, mais 99% du temps, c'est un paiement en cash qui doit se faire car on ne peut pas transmettre de dette. Donc voilà, pour faire un rapide comparatif justement sur une transmission classique et un démembrement de propriété, vous n'allez pas avoir de démembrement de propriété, donc les paiements de droits de succession vont se faire sur la valeur pleine propriété à droite, alors que sur le démembrement de propriété, les paiements de droits de donation vont se faire sur une fraction de la valeur réelle du bien. Et on va y venir, comme je vous disais, juste là, avec un exemple un petit peu plus concret. Là, on est sur un 2 pièces de 40 mètres carrés sur une durée de démembrement de 15 ans. Donc, on est sur 2 tranches de 10 ans. Et la valeur pleine propriété va être de 200 000 euros pour un démembrement de 15 ans et un programme avec une décote de 33%. Donc, le coût de l'acquisition en nue propriété, ça va être 134 000 euros. Parce qu'on est sur une décote de 33%. Frais de notaire dans le neuf, on est à 3 350 euros. Et donc, l'acquisition du bien va se faire de 137 350 euros. Donc là, vous achetez votre bien en nue propriété. Ce qu'il faut, c'est que justement, quand vous passez chez le notaire pour faire la donation, il reste plus de 10 ans de démembrement pour toucher cette fameuse deuxième tranche de 23%. Et donc, quand vous passez chez le notaire, il va calculer combien de temps de démembrement il reste. Il reste 11 ans, donc 23% x 2. La valorisation de l'usufruit, elle va être de 46% de la valeur de la pleine propriété. Et donc, la valorisation de la nue propriété, comme je vous le disais, on va la déduire, ça va être 54% de la valorisation pleine propriété. Attends, si tu peux revenir sur la slide précédente, parce que c'est pas forcément celle d'après. Trivial, mais si tu montres l'axe, la slide avec l'axe, je crois que c'est non, deux slides sur, non, plus loin. Voilà, ok, super. Là, en fait, on prend un exemple à 4 ans. On aurait pu faire la donation avant. L'idée, c'est de vous montrer ce qui se passe avec cette fameuse phrase initiale qui est sortie du Code général des impôts, hein, où on vous dit la décote qui va s'impacter sur le prix du bien, elle dépend pas de la décote de NuPro initiale, elle est réglementairement fixée à 23% par tranche de 10 ans. Et c'est le petit ajout bien technique de sans fraction. Ça veut dire que si vous rajoutez un an, vous avez une première période de 10 ans, vous ajoutez un an de plus, bah, c'est une nouvelle période de 10 ans qui commence, c'est une fraction d'une période de 10 ans, et comme il y a marqué sans fraction, ça compte pour une période de 10 ans complète. Donc c'est assez bien parce que au lieu d'attendre 20 ans pour bénéficier de 2 fois 23% de décote, vous avez besoin d'attendre 10 ans plus un an, ça suffit. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un exemple. On peut faire la donation quand on veut, mais si vous le faites avec un peu plus de 10 ans, bah, vous bénéficiez de ces 2 périodes de 10 ans qui sont prévues par le Code général des impôts à nouveau et qui vous donnent à chaque fois, par période de 10 ans, 23% de décote. Okay, donc, si vous avez plus de 10 ans, vous avez 46% de décote, 2 fois 23%. Donc ça, c'est ce qui va réduire fortement vos impôts payés lors de la succession, comme Timothée va continuer à vous expliquer.
Exactement, tout à fait. Merci Mathieu. Euh, et donc voilà, si on prend l'exemple concret qu'on a vu tout à l'heure, voilà, on a du coup deux périodes de 10 ans, comme tu le disais Mathieu, donc 23% x 2, 46%, donc la valeur fiscale de l'usufruit va être de 46%. Et donc la valeur fiscale de la nue propriété, je me répète, mais elle est de 54% de la valeur pleine propriété. La valeur pleine propriété, vous l'avez compris, c'est 200 000 euros, on l'a vu tout à l'heure. Donc, si vous faites 200 000 fois 54%, la base taxable pour calculer, pour déduire vos droits de mutation à titre gratuit, donc ce que vous allez payer pour transmettre ce bien, ça va être 108 000 euros. 108 000 euros, on prend le tableau justement des tarifs de droits de donation et de succession en ligne directe. Vous regardez où est-ce que vous en êtes. Vous êtes sur justement compris entre 15 932 et 552 324 euros. Le tarif applicable, du coup, c'est 20%. Donc la base taxable, 108 000 euros fois 20%, et on retranche 1806 comme on nous le demande. Donc la base taxable justement les droits de donation, ils vont être de 16 594 euros. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué 19 794. Donc ça, c'est une coquille, je pense. Une coquille, effectivement. Donc c'est bien 16 000 euros de droits de donation. 16 000 euros de droits de donation, tout à fait. Donc là, juste si on le reprend, l'idée c'est il y a un fonctionnement pour calculer le droit de donation par tranche du net imposable, en gros, net taxable. On cherche la tranche dans laquelle on se trouve, et après il y a un système où il faut appliquer à la fois un pourcentage et retrancher un montant. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que c'est prévu. C'est pour ça qu'on fait le montant de la nue propriété fiscale, on va dire, avec les 2 fois 23% qu'on a enlevé, sur lequel on applique le taux de 20% parce que c'est notre tranche, et on retranche le montant qui est prévu pour notre tranche à nouveau, et c'est là qu'on obtient les 16 000 euros de droits de donation. Exactement. Donc, si on refait justement le coût total de l'opération, l'acquisition en UPRO, c'était 137 350 euros avec justement les frais de notaire. Les droits de donation, alors je crois qu'on est plus sur 16 000, mais en gros, le coût total de l'opération, on est sur 155 144 euros. Alors que si on le fait en pleine propriété, vous avez une acquisition de 205 000 euros, les droits de donation de 38 194 euros. Donc, le coût total de l'opération, on est aux alentours de 243 000 euros. Donc, si vous voulez, vous avez quand même une différence de 86 050 euros. En fait, c'est technique ce qu'on aborde, mais c'est un point critique pour tous les clients qui seraient susceptibles d'être intéressés par ces aspects succession-donation. Parce que le différentiel est énorme. C'est-à-dire que en termes de droits payés, vous avez vu, on passe de 20 à 40. Pareil, c'est presque divisé par 2. Vous pouvez retenir là cet ordre de grandeur. Donc c'est vraiment conséquent, en plus de ce qu'on a déjà vu sur l'intérêt économique en lui-même de la nue propriété. Oui, clairement. Et encore, là, voilà, on parle d'une donation avec un démembrement de restant compris en fait entre 10 et 19 ans et 364 jours. Mais nous, chez Perle, nous avons un programme qui est sur une durée de démembrement de 25 ans. Donc, vous allez toucher encore cette troisième période d'abattement. Si vous voulez, votre base taxable de la nue propriété, ça va être 31% de votre valeur pleine propriété. Donc, un appartement que vous allez, avec une décote de 40%, un appartement que vous allez acheter 600 000 euros qui vaut en pleine propriété 1 million d'euros, la base taxable pour calculer les DMTG, ça va être 310 000 euros. On va sur un schéma à l'extrême. Vous ajoutez les abattements directs parents-enfants. Il y a 2 parents et il y a un enfant. Vous ajoutez les abattements directs qui n'ont pas encore été consommés. Donc, vous déduisez de 310 000 euros 200 000 euros. Voilà, votre base taxable pour calculer les DMTG, ça va être 110 000 euros sur un appartement qui vaut 1 million d'euros. Donc là, vraiment, on est sur le schéma extrême, mais sachez que voilà,
C'est peut-être un peu lourd ce qu'on vient de présenter depuis 20 minutes, mais n'oubliez pas que l'investissement en nue propriété peut être un véritable levier fiscal si vous avez une problématique de donation ou de succession. Alors, il y a des questions sur plusieurs points. Qui récupère, quand on fait une donation, qui récupère la pleine propriété? C'est celui qui a reçu la donation? C'est toujours Après, ça se fait comme une… voilà, c'est juste, on a transmis la nue propriété, mais après, celui qui a reçu cette nue propriété va redevenir plein propriétaire et va pouvoir acheter sa stratégie patrimoniale. Hein. C'est au moment du décès, ça? Ou c'est alors non, justement, c'est une donation, c'est pas une succession alors. Alors là, on est sur si on est sur enfin, que l'on soit sur une donation ou sur une succession, la donation, ça va être une donation à un moment T quand les deux personnes l'auront décidé, et donc on va regarder combien de temps de démembrement il reste. Une succession, c'est juste au moment du décès de la personne, on va regarder quelle est la durée de démembrement restante. Par contre, après, le bénéficiaire sera nu propriétaire et aura toujours cette durée de démembrement restante. Et enfin, si vous voulez, c'est comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est un contrat tripartite avec d'un côté le nu propriétaire, mais d'un côté également l'usufruitier, le bailleur institutionnel qui va gérer le bien pendant une période prédéterminée. D'accord, donc ce qu'on vient de présenter, hein, c'est les droits en cas de donation et de succession, ou c'est différent? Ouais, en cas de donation et de succession, sauf que la différence, c'est que justement la donation, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous la faites. La succession, c'est au moment du décès de la personne, du nu propriétaire en fait. Alors Vincent dit, il y a une coquille à nouveau sur la partie basse de la slide où on met acquisition du bien en nue propriété 205 000. C'est en pleine propriété. C'est en pleine propriété. Merci. Alors, Stéphane demande si l'abattement de 100 000 € en filiation directe est pris en compte. Alors, dans l'exemple qu'on a présenté, non, mais comme je vous l'ai expliqué, si on prend un exemple à l'extrême, effectivement, vous pouvez, quand vous avez déduit votre base taxable, retrancher encore 100 000 € si jamais cet abattement n'a pas été consommé. Et Frédéric posait une question sur quelque chose que tu as dit à un moment, mais rapidement, sur le paiement cash. Oui, tout à fait. On ne peut pas transmettre de dette. Donc, si vous voulez, le premier nu propriétaire, celui qui ensuite va faire la donation, doit payer son bien cash. Donc, il ne peut pas faire de prêt. Il ne peut pas faire de prêt parce qu'on ne peut pas transmettre de dette. D'accord. Donc, la donation ne peut intervenir que s'il y a eu un achat cash et pas un achat par prêt. Exactement. Alors, il y a des contre-exemples, mais c'est trop marginal pour les prendre en compte. Et on peut rembourser le prêt, on peut acheter la Nupro après à crédit, rembourser et ensuite faire la donation. Oui, oui, ça c'est quelque chose, c'est juste au moment de la donation, il ne faut pas qu'il y ait dette. D'accord. Donc voilà, je vous ai parlé des différents avantages justement de cet usufruit, donc les avantages fiscaux, les avantages de pas de problème de gestion, les avantages justement fiscaux mais sur la donation et la succession. Maintenant, on va faire un petit laïus sur les fins d'usufruit justement, et vous l'avez fait remonter au travers de vos questions. C'est quelque chose qui interroge, qu'est-ce qui se passe à la fin, et on va regarder ça dans le détail les 2 dernières années, qu'est-ce qui se passe lorsque justement le démembrement se termine et que le nu propriétaire va devenir plein propriétaire. Mais en fait, il y a 3 stratégies, hein, comme on le disait, hein, qui vont rentrer en compte, et l'investisseur va pouvoir acheter sa stratégie selon justement son objectif patrimonial, hein, la vente avec une prise de plus-value, je l'ai dit, une occupation si monsieur ou madame ou les deux souhaitent avoir une résidence secondaire ou alors une résidence principale, et la location pour avoir des revenus complémentaires si jamais ils le souhaitent. Un encadrement contractuel, on en a parlé également concernant la remise en état du bien. Les 6 derniers mois sont consacrés justement à la remise en état pour que le jour J, le nu propriétaire devenu plein propriétaire ait simplement à poser ses valises et que toutes les rénovations, que ce soit la peinture, des interrupteurs à changer, etc., cela soit fait. Les baux consentis. Oui. C'est à la charge du bailleur.
Ça, c'est à la charge du bailleur, effectivement. On en revient au point où pas de problème de gestion et pas de frais cachés durant toute cette période toute cette période de démembrement. On est encore dans la période de démembrement, bien qu'on arrive à la fin, en fait. Voilà. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'usufruitier, le bailleur institutionnel, va mettre en place des baux spéciaux pendant cette période de démembrement, où il y aura écrit que, par exemple, si on prend aujourd'hui, en 2046, les baux consentis seront échus. C'est-à-dire qu'il y a une période une date de péremption, si vous voulez, et si les nus propriétaires souhaitent relouer le bien aux locataires en place, ils peuvent tout à fait le faire, mais cette fois-là, on mettra en place un bail loi 89, un bail classique pour un 369 pour justement cette location lorsque le nu propriétaire sera plein propriétaire. Et enfin, la dernière question qu'on nous pose souvent, c'est si le locataire qui est en place est toujours sous plafond de ressources, eh bien le bailleur institutionnel a une obligation de moyens de lui proposer une solution de relogement qui est comparable au sein de son parc. Donc souvent on nous dit oui, mais si le locataire reste en place, c'est ça. Ouais. Eh bien en fait, alors il y a plusieurs points. Comme je vous le disais, le bailleur institutionnel a une obligation de lui proposer une solution de relogement. S'il est toujours sous plafond de ressources, il n'a aucun intérêt à le faire parce que si jamais il reste en place, et bien sûr, il sera blacklisté des autres bailleurs institutionnels. Mais enfin, le dernier point, c'est qu'en fait, ce problème, c'est un risque inhérent au marché de l'immobilier et que si vous ne voulez pas avoir ce risque, il faut pas faire de l'immobilier parce qu'effectivement, c'est un problème qui peut ressortir sur n'importe quel dispositif. Néanmoins, si ça nous est jamais arrivé, sur les 200 lots qu'on a débouclés, mais si un locataire reste en place, une procédure d'expulsion simplifiée sera mise en place. Il y a des cas particuliers pour les locataires de plus de 75 ans? Question technique de Karine. Non, pas du tout. D'accord, ils ne sont pas spécialement protégés. Ils ne sont pas spécialement protégés et ils auront les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire proposer une solution de relogement comparable par le bailleur social. Okay. Et donc, si on fait une rétrospective justement de ces fins d'usufruit, ce qui représente 188 logements, on remarque qu'il y a deux grosses tendances qui ressortent. Hein. C'est la mise en vente du bien, donc ce qui représente peu ou prou 40% des débouclages. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque vous faites une stratégie patrimoniale 15 ans auparavant, eh bien vous faites une idée de votre futur qui n'est pas forcément celle qui sera pertinente le jour J. Et donc, les personnes préfèrent mettre en vente leur appartement et racheter quelque chose qui correspond plus à leur objectif de vie 15 ans après. Mais il y a également 39% des locataires qui relouent leurs biens aux locataires en place, tout simplement pour éviter ce problème de gestion. Hein. Et vous allez le voir, la majorité des investisseurs qui investissent en nue propriété, c'est pour avoir le moins de problèmes de gestion possible. Et c'est pour ça que cette solution de facilité, où justement perdre rentre en contact avec les différentes parties prenantes, est très importante. Mais tous les cas de figure sont mis, sont illustrés. Hein. Il y a une mise en location avec de nouveaux locataires, il y a une reprise de biens pour occupation et il y a également un rachat par le locataire, parfois 3%. Il y a toujours des plafonds de loyer qui s'appliquent ou pas dans le cadre des baux sociaux là? Alors, il y a des plafonds de loyer qui s'appliquent dans le cadre des baux sociaux. Et puis ensuite, il y a un relèvement graduel des loyers pour arriver sur un loyer de marché pendant une période prédéterminée lorsque le nu propriétaire est devenu plein propriétaire. C'est-à-dire que lorsqu'on récupère la pleine propriété, on est toujours sous le régime de loyer contrôlé, version bail social, ou on est sur le loyer contrôlé pendant une… Non, vous êtes sûr, mais on ne peut pas remonter en fait de l'année où vous êtes plein propriétaire. On ne peut pas remonter directement sur un loyer de marché. Il y a une augmentation graduelle du loyer pendant une période de 5 ans. D'accord, donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans pour retrouver des loyers de marché. Exactement. Et donc, preuve en fait de la pertinence du modèle et de l'exponentialité de ce modèle. Vous voyez qu'entre 2017 et 2020, c'est 6 fins d'usufruit qui représentent 588 logements. D'aujourd'hui jusqu'à 2023, ça va être 337 logements
qui vont être justement, qui vont préparer leur débouclage. Et de 2024 à 2028, c'est 2000 logements qui vont justement être restitués à leurs nus propriétaires. Ces fins d'usufruit sont justement protégées par la loi ENL, l'engagement national pour le logement, qui prévoit une période de préparation d'1 an. Nous, chez Perle, on anticipe un maximum et on intervient 2 ans avant cette fin d'usufruit pour justement rentrer en contact avec les différentes parties prenantes. Donc le dernier… Ouais, excuse-moi, juste sur ce que tu viens de dire sur les 6 ans pour retrouver des loyers de marché avec une augmentation progressive des loyers, ça s'applique aussi si on change de locataire? Ça s'applique aussi si on change de locataire. Ensuite, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des techniques qui permettent en fait de retrouver un loyer de marché de manière quasi immédiate, notamment si vous faites des modifications dans l'appartement ou si vous mettez en vente l'appartement mais que celui-ci ne trouve pas preneur, vous pouvez retrouver un loyer de marché plus rapidement que durant ces 6 ans. Et ça, notre pôle de service rentre en contact justement avec les investisseurs particuliers au moment du débouclage pour expliquer justement les différents enjeux. D'accord. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, justement, c'est le profil des investisseurs. Qui sont les investisseurs Perle et qui peut justement investir dans de la nue propriété. En fait, on s'est rendu compte que la nue propriété répondait à différentes stratégies patrimoniales qui pouvaient correspondre à la majorité des investisseurs. C'est Julie qui va avoir une capacité d'épargne de 600 € et qui va avoir des objectifs comme une préparation à la retraite et avoir des revenus complémentaires lorsqu'elle sera à la retraite et également ne pas s'occuper de son bien. On a également, par exemple, Sandrine et Julien qui sont un petit peu plus âgés, qui ont déjà des SCPI et du coup qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, mais également préparer leur retraite et investir en toute sérénité avec justement ces intérêts d'emprunt qui vont être déductibles des revenus de SCPI. Et enfin, il y a également André qui, lui, a plus de 60 ans et qui voit ça vraiment comme un placement financier, hein, parce qu'au final, l'investissement en une propriété, c'est ni plus ni moins qu'un produit financier avec un sous-jacent immobilier. Si vous voulez, pendant ces 15 ans, vous n'allez pas avoir affaire à votre bien et puis ensuite, vous allez récupérer votre bien et qui peut, comme on vient de le voir, avoir également des objectifs de transmission et de donation. Bon, donc ça, c'est un point important. Si on peut peut-être réinsister dessus, il y a plein de raisons en fait qui peuvent justifier la présentation de ce type de produit. Soit parce que vraiment vous avez quelqu'un qui veut surtout pas s'en occuper, et donc là c'est parfait. Il y a pas d'impact fiscal, il y a pas d'impact de gestion, donc il y a vraiment une acquisition extrêmement simple avec un bénéfice à terme très fort. Donc ça c'est un premier cas type, on va dire. C'est Julie. Que vous pouvez rencontrer assez souvent. Tous ceux qui veulent vraiment s'occuper de rien, faire un bon investissement, c'est parfait pour eux. Ensuite, il y a tout ce qu'on a évoqué sur la succession, la constitution d'un beau patrimoine, etc. Donc là, dès que vous avez des familles qui sont en face de vous, vous pouvez leur en parler puisque on l'a vu, l'impact sur les droits de succession ou de donation est vraiment important. Et puis après, c'est vraiment les aspects rentabilité. Donc c'est un petit peu un sous-cas de Julie, mais où là vous centrez vraiment sur les performances économiques, je dirais, de la Nupro qui sont bonnes, comme on a vu lorsque Timothée a fait une comparaison avec la pleine propriété. C'est un bon rendement au final. Tout à fait. Oui, on a vu les différents objectifs patrimoniaux, donc et comme vous pouvez le voir, effectivement, et comme je le disais, c'est un produit financier avec un taux de rendement d'environ, de minimum 3,46%. Alors, tu disais que tu t'occupais pas spécialement du financement, mais tu as une idée quand même des banques qui sont les plus réceptives à prêter sur ce genre de produit ou pas? La plupart des banques nous distribuent, donc connaissent le modèle et maintenant le modèle, comme je vous l'ai dit, il a été créé au début des années 2000, donc le modèle est assez démocratisé. La plupart des banques en fait nous financent. Donc c'est pas tellement difficile, on n'est pas c'est pas
pas le même cas que pour les SCPI qui sont beaucoup plus difficiles à faire financer. La NuPro, ça se fait financer comme de l'immobilier, c'est quasiment aussi facilement. Exactement. Exactement. Et donc, pour revenir justement sur Julie, André et le couple, vous voyez, on a fait une rétrospective justement, encore une fois, des personnes qui ont investi chez nous. Et on s'est rendu compte qu'à la base, les personnes qui avaient investi chez nous, c'était des personnes qui avaient plus de 50 ans, donc au milieu et à droite, qui avaient un fort effort d'épargne parce que c'était quand même un prérequis pour investir en nue propriété et justement qui voulaient continuer à se constituer un patrimoine immobilier sans alourdir leur fiscalité. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en abaissant notre ticket d'entrée, maintenant on a des nues propriétés avec des tickets d'entrée à 60 000 euros, on pouvait toucher une autre partie de la population, et notamment les jeunes, qui n'ont pas les mêmes problématiques, mais qui ont des problématiques pour justement se constituer un patrimoine immobilier. Je prends souvent comme exemple une cible idéale, c'est les expatriés. Les expatriés, généralement, ils sont jeunes, ils veulent commencer à se constituer un patrimoine immobilier, mais ils sont loin. Ils veulent pas avoir justement d'aléas locatifs et de problèmes de gestion parce que géographiquement, ils peuvent pas le gérer. Mais par contre, ils veulent commencer à se constituer un patrimoine immobilier et avoir à terme un bien lorsqu'ils reviennent de leur mission d'expatrié. En plus de ça, les expatriés, généralement, ont des salaires plus élevés que lorsqu'ils sont en France. Donc, c'est souvent une cible idéale. Ça d'ailleurs, effectivement, je dirais que c'est la cible pure de ce type de produit. Ça représente quel pourcentage de vos ventes, les expatriés? Tu sais dire ça? Non, je pourrais pas vous le dire. Après, voilà, on a des cabinets qui sont concentrés sur des expatriés. Après, je pense qu'on doit être sur un 5-10% parce que ça reste quand même une clientèle assez marginale. On a quand même beaucoup de résidents français qui veulent investir en nue propriété et qui ont justement cette problématique de ne pas alourdir leur patrimoine immobilier. Alors, une question d'Adrien qui se demande si on peut passer en LMNP à l'issue de la période de démembrement. Tout à fait. Vous pouvez passer en LMNP. Vous avez en fait un bien en pleine propriété classique. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez et ce que vous en voulez. Et ce que tu évoquais sur les contrôles de loyer, ça s'applique plus alors si on passe en LMNP? Alors sur les contrôles de loyer, ça s'applique plus, non, parce qu'il y a un changement de statut, effectivement. C'est ça. Donc c'est un des moyens que tu évoquais pour se libérer de 6 ans de loyer contrôlé. Exactement. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut répondre à tous les objectifs patrimoniaux, à tous les stades de vie. Mais la seule prérogative, c'est d'avoir un effort d'épargne suffisant pour pouvoir justement payer un crédit et en contrepartie ne pas avoir de revenus fonciers en face. On voit en fait le profil des investisseurs, on voit qu'ils ont quand même une appétence qui est marquée pour l'immobilier. 40% ont déjà fait des investissements locatifs classiques et justement soit voient qu'il y a des aléas de gestion et parfois peuvent se dire également qu'ils peuvent aller gommer un petit peu de revenus fonciers avec les intérêts d'emprunt contractés en nue propriété. Il y en a d'autres, environ 25% qui ont fait d'autres dispositifs fiscaux. On a 16% qui sont convaincus par le modèle et qui reviennent justement pour faire des acquisitions en nue propriété. Et on a quand même 20% de primo-accesseurs, de primo-investisseurs qui, justement, je vous disais, veulent commencer à se constituer un patrimoine immobilier. Et on se rend compte que ça on va dire que c'est assez logique, c'est pas une surprise. La majorité des acquisitions en nue propriété se font par emprunt. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte, et vous le savez, de taux bas, et ça serait dommage de ne pas profiter de ce contexte et de ne pas faire financer sa nue propriété. Et encore une fois, lorsque vous investissez via crédit, vous avez vos intérêts d'emprunt qui sont déductibles. Donc il y a le constat est fait, 74% des investisseurs financent via un emprunt, mais il y en a quand même 26% qui continuent à financer en fonds propres, notamment pour justement cette problématique de donation et de succession.
Alors, il y a une question toujours sur ce passage en LMNP à l'issue du démembrement, où Karine se demande s'il faut respecter le délai de 3 ans après la création du dernier déficit foncier. 3 ans selon le dernier déficit foncier. Moi aussi, je comprends pas bien votre question, Karine. Si vous voulez repréciser ça, Timothée, tu n'as pas l'air d'être plus éclairé que moi. Non, parce que là, on n'a pas de déficit foncier pour le coup. Ouais. Il faut bien comprendre. Elle va préciser ça. Ok, pas de souci. Je te laisse continuer si tu veux. Je continue, très bien. Et donc, je vous le disais, le dernier point, c'est que justement, on a demandé pourquoi nos investisseurs avaient acheté de la nue propriété, quels étaient les principaux avantages qui ressortaient. Et on en a déjà parlé, hein, il y a la majorité en fait de nos investisseurs achètent parce qu'il y a une absence d'aléa locatif et de gestion. Donc, on n'a pas à s'occuper du bien. Et comme vous le savez, la plupart de nos investisseurs ont déjà fait un investissement locatif classique et connaissent les aléas justement de cet investissement. Le deuxième point, c'est que 63% de nos investisseurs justement sont déjà un peu lourds fiscalement et souhaitent alléger cette fiscalité avec ces revenus fonciers, ces intérêts d'emprunt qui sont déductibles des revenus fonciers. Et également le fait que ça soit neutre fiscalement. Et 62%, bien sûr, c'est le prix d'acquisition réduit de 35 à 45% de réduction sur le prix d'acquisition, ce qui, bien sûr, ne laisse pas indifférent. Voilà. Alors, il y a Karine qui précise sa question avant qu'on passe à l'accompagnement qu'on vous propose chez Gridkey. Elle nous dit que si vous achetez avec un financement et que vous ne touchez pas de loyer, vous créez nécessairement un déficit foncier pendant la durée du démembrement. Et théoriquement, il n'est pas possible de changer de régime du jour au lendemain, mais peut-être que votre schéma permet de contourner cette obligation. Alors, attends, je vais revenir sur le Livestorm pour justement… Arrête de partager peut-être, comme ça tu pourras lire la question. Karine, là, vous posez une question très technique, un peu compliquée. On va laisser Timothée pour y répondre, mais… Alors, Vincent demande ça ne génère pas de déficit foncier, hein, le fait que vous achetiez via un financement et qu'on touche pas de loyer, parce qu'on n'a que la nue propriété. Donc les intérêts d'emprunt, ils sont déduits de quoi? Des autres revenus fonciers, mais ça ne crée pas de déficit foncier parce que vous avez déjà des revenus fonciers. Il faut que vous ayez des revenus fonciers. Oui, si vous n'avez pas d'autres revenus fonciers, puisque imaginez que vous n'ayez aucune mise en location, vous ne pourrez pas déduire ces intérêts, puisqu'il faut des revenus locatifs pour pouvoir utiliser les intérêts qui sont générés par cette opération. Donc, comme pour la nue propriété, il n'y a pas de loyer, il faut que vous ayez déjà investi pour en profiter, par ailleurs. Exactement. Et s'il n'y a pas d'autres revenus fonciers, les intérêts d'emprunt, c'est tant pis, vous ne pouvez pas les utiliser fiscalement. Ils sont reportables sur 10 ans, mais voilà, il faut créer du revenu foncier pour pouvoir déduire ces intérêts d'emprunt via notre investissement. Je te laisse suivre un peu le chat. Je vais vous partager à nouveau mon écran cette fois pour que je vous explique aussi ce qu'on propose chez Gridkey par rapport à la nue propriété. Plus globalement, comme on le fait sur les différentes fiscalités, on a des experts à votre service pour répondre à toutes vos questions sur chaque produit. Ce que permet Gridkey, c'est une agrégation des offres proposées par les différents commercialisateurs et promoteurs. Donc évidemment aussi en nue propriété, c'est le sujet du moment. Et vous allez pouvoir de cette manière choisir vraiment les lots qui intéressent et qui correspondent le mieux aux souhaits de vos clients. Vous allez aussi pouvoir faire des bilans patrimoniaux dans Gridkey et facilement choisir les meilleurs lots par rapport, encore une fois, aux préférences des clients. Si vous en avez besoin,
On vous accompagne avec de la gestion locative, des garanties de loyer impayé. Alors là, ça s'applique pas pour la NuPro parce qu'il n'y a pas de loyer. Et un accompagnement fiscal en cas de déclaration avec un cabinet d'experts comptables. Alors, sur spécifiquement la nue propriété, comment on l'aborde? Nous, on regarde toujours comment on peut évaluer la qualité des lots qui vous sont proposés avec un certain nombre de critères synthétiques. Et ici, on va en avoir un tout à fait singulier qui est ce qu'on appelle la performance fiscale. Et ça, on va le calculer. Je vais vous montrer un détail en regardant les économies dont on peut bénéficier sur les frais qu'on aurait à payer si jamais on avait investi en pleine propriété. Donc, on va faire le différentiel entre les économies qui sont réalisées et le montant de l'investissement. Et après, on retrouve des critères que vous avez peut-être déjà vus, si vous nous connaissez un peu, sur la rentabilité locative. Alors là, post-remembrement, l'attractivité du quartier avec tous les services de proximité, le potentiel de plus-value une fois la pleine propriété reprise et la facilité de la revente. Donc tout ça, c'est un scoring, big data, 8 millions de données que vous connaissez sans doute maintenant un petit peu. Alors, la performance fiscale, comment ça se présente? On va calculer les montants précis d'économies sur tous les postes qui n'ont pas à être payés lorsque vous investissez en nue propriété. Alors, il y en a pas mal. Hein, vous voyez, pour la location, vous ne payez pas la taxe foncière. Vous ne payez pas les frais de gestion locative puisque c'est pas vous qui vous occupez de la gestion locative. Vous ne payez pas d'assurance loyer impayé parce que c'est pas vous qui touchez les loyers, c'est pas vous qui vous en occupez. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre ce genre de choses. Vous ne payez pas les charges de copropriété. Donc, tout ça, on sait l'évaluer précisément pour que vous puissiez le présenter à votre client. Donc, on calcule sur la durée totale de l'usufruit. Et pareil, sur le prêt, vous avez des intérêts de prêt immobilier en moins puisque vous empruntez moins cher. Puisque au lieu d'acheter 100%, vous achetez 60% du prix. Donc, vous avez un prêt globalement moindre et donc moins d'intérêt de prêt à payer. Et c'est exactement pareil pour les frais de garantie. Comme vous empruntez moins, vous avez moins de garantie à payer. Sur la fiscalité, c'est pareil. Comme vous avez un prix d'acquisition qui est plus bas, vous avez moins de frais de notaire. Et comme vous ne touchez pas les loyers, vous n'avez pas d'impôt sur les loyers non plus. Et on a vu que c'était pas cet investissement ne rentrait pas dans la base taxable à l'IFI, si jamais votre client est à l'IFI. Et donc, on indique un montant du bien non soumis à l'IFI, l'économie que ça représente si jamais il avait été en pleine propriété et que le client était soumis à l'IFI. Donc ça donne un total. Là, on a dans l'exemple 147 000 euros. Donc c'est assez conséquent hein, quand on fait la somme de tous les montants qui ne sont pas payés lorsque vous prenez de la nue propriété à comparer avec de la pleine propriété. Et on le rapporte au montant de l'investissement pour calculer ce qu'on appelle l'efficacité fiscale de l'investissement qui nous permet de comparer tous les lots. Et donc, avec ce travail systématique qu'on fait, vous êtes capable d'identifier ceux qui ont la plus grande efficacité fiscale sur le marché de la nue propriété. On va regarder alors la rentabilité post-remembrement, l'attractivité du quartier. Alors, je rentre pas sur les détails pour faire un petit peu vite. Le potentiel de plus-value lorsque vous revendrez et la facilité de la revente. Donc là, tous les flux démographiques sur la zone. Donc, on a tout ça qui se présente avec le comparateur Gridkey assez classique qui vous donne une vision. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer cette fois le comparateur lui-même. Vous voyez, vous avez tous les biens qui vont être disponibles avec une note globale. Chaque critère qui a des étoiles sur 5 et lorsque vous rentrez sur le détail du lot, vous voyez ce que je vous ai raconté, donc le détail des performances fiscales, le détail de la rentabilité, de l'attractivité, etc. et les documents qui sont disponibles sur ce bien. Vous pouvez aussi faire des simulations financières et générer des présentations commerciales en un clic. Donc, tout ça est disponible si vous accédez si vous abonnez au service de Gridkey.
pour faciliter votre choix sur la nue propriété. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On a Aline qui pose une question. Je ne sais pas si Timothée était toujours avec nous. Oui. À la levée de la succession, un notaire m'a précisé qu'une réévaluation du bien est faite. Oui, alors il y a une réévaluation du bien qui est faite, mais comme je vous le disais, vu qu'on est sur les premières années, généralement la réévaluation est assez minime parce que justement on essaye d'être dans les, comme vous l'avez compris, généralement ce qui se passe, c'est que vous achetez le bien et que quand vous êtes chez le notaire pour acquérir votre bien en nue propriété, dans la foulée vous faites votre donation. Alors Vincent nous demande quel est le coût d'abonnement GridKey. C'est simple, c'est 50 € hors taxe par mois par utilisateur. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'avait pas prises? Alors, Vincent nous redemande, c'est une question qu'il nous a posée plusieurs fois. Désolé Vincent, peut-on démembrer la nue? Alors, démembrer la nue propriété, je ne vois pas ce que ça veut leur dire parce qu'en fait, mais peu importe, on va essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Au profit de ses enfants. Est-ce qu'on peut donner la nue propriété de la nue propriété en fait? Non, en fait, il y a aucun intérêt à faire ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est créer une SCI et donner la nue propriété de la SCI où il y aura la nue propriété dedans. D'accord. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, Vincent, mais on a essayé de comprendre. On peut envoyer les slides, vous nous faites un petit mail, on vous fait ça sans problème. En plus, ça nous donnera l'occasion d'essayer de corriger les deux petites coquilles qu'on a relevées avant ça. Oui, Eloria, il n'y a pas d'engagement sur GridKey. Vous pouvez le prendre sur 1 mois uniquement pour tester, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Ouais, j'attends juste quelques minutes pour voir si, parce que je vois des gens en train de saisir, mais on va clore la masterclass là dans quelques instants. Donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, merci d'avoir suivi de manière assez assidue, avec plein de questions assez précises, cette masterclass. Merci beaucoup, Timothée, de tes éclaircissements très pointus sur ce produit. Donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt. Merci Timothée, à bientôt aussi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.